Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. Gbagbo n'est pas un chef d'État qui demande, qui avant d'aller en conseil de ministre, doit prendre voilà d'abord l'ordre du jour et donnez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est tout ça qu'ils n'ont pas supporté. C'est un homme irréductiblement indépendant dans ses jugements, dans sa volonté de souveraineté, d'établir la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et c'est cette dernière qualité qui lui a valu des inimitiés, des haines qu'il a concentrées sur lui du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. Il a hérité d'un certain nombre de problèmes avant d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a créé l'ivoirité, je crois qu'il en a hérité. Et les problèmes, les Burkinabés les ont eu là-bas, mais ce n'est pas de son fait. Il a un subconscient européen, qui fait que quand quelqu'un fait irruption sur la scène de l'histoire, comme Laurent Gbagbo, qui dit non, fini le privilège, et qui met en œuvre la vraie souveraineté africaine qui a été volée, détournée, pervertie depuis 1962, surtout sous Houphouët, qui était au service total de l'empire néocolonial, eh bien ça heurte le subconscient néocolonial. Celui qui pense qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État est contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle. Malgré notre constitution, nous avons une constitution présidentielle. Il a essayé de transférer le pouvoir du président de la République à quelqu'un qui est tout simplement nommé par lui, à un premier ministre non élu. C'est une incongruité juridique. Tout lui a été imposé. Le cadre, les acteurs et le programme à mettre en œuvre. Mais il les a acceptés. Il n'a pas voulu la confrontation directe, mais au fur et à mesure, progressivement, avec les premiers ministres successifs, que ce soit Seydou Diarra ou Konan Banny, il a montré dans l'application les limites justement de ces accords de Marcoussis. Quiconque, au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. Cette, je dirais, révolte africaine pour plus de respect, pour plus de dignité et pour une souveraineté effective, cette révolte-là ne plaît pas à beaucoup de puissances occidentales qui ont inscrit leur avenir dans l'exploitation des États faibles, qui ont inscrit la préservation du niveau de vie de leur population dans l'exploitation à vil prix des matières premières des pays du tiers-monde et qui voient, je dirais, cette revendication de souveraineté et d'indépendance comme une menace pour leurs intérêts. Et donc qui se mobilisent, qui se coalisent pour étouffer cette expérience qui leur paraît dangereuse pour l'avenir du monde occidental, puisqu'elle peut faire tache d'huile dans l'ensemble des pays africains. Et si tel était le cas, la grave crise à laquelle est confronté aujourd'hui le monde occidental ne pourra pas trouver de solution. Parce que pour que aujourd'hui le surendettement que connaît l'Europe par exemple, la crise financière que connaît les États-Unis par exemple, trouve une solution, il faut qu'on trouve des débouchés, il faut qu'on trouve des régions où on peut acquérir à vil prix des matières premières, des ressources pétrolières. Il faut que dans le combat et dans la confrontation face à la Chine et à l'Asie qui émergent, il faut qu'on puisse préserver l'Afrique comme une chasse gardée et bloquer les initiatives chinoises. Et cela fait qu'aujourd'hui l'Afrique est un enjeu pour l'avenir de la civilisation occidentale. Et donc la crise en Côte d'Ivoire et le positionnement des uns et des autres, il faut l'analyser par rapport à cette géopolitique internationale. Et donc par rapport à ça, il y a ces puissances qui se coalisent, mais nous avons une obligation de résister. De la même façon que nous nous sommes battus pour mettre fin à l'esclavage, de la même façon que nous sommes battus pour acquérir l'indépendance formelle, mais dont le contenu a été vicié, aujourd'hui c'est le même combat qui est engagé ici en Côte d'Ivoire pour une indépendance réelle, pour une souveraineté effective. Et pour que l'Afrique
puisse exercer de façon responsable l'autorité sur l'ensemble de ses ressources, sur son territoire, et puisse donc se prendre en charge et, je dirais, s'assumer totalement, se faire respecter sur la scène internationale. Et je crois que c'est ce combat, et le combat qui est mené contre les institutions de la République de Côte d'Ivoire, c'est un combat contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et nous devons nous mobiliser pour ce battre. Donc, le combat du président Laurent Gbagbo continuera jusqu'à ce que cet objectif soit atteint, à savoir que la Côte d'Ivoire est respectée. La Côte d'Ivoire est considérée comme un pays adulte. La Côte d'Ivoire, la souveraineté nationale est respectée et les institutions de la République de Côte d'Ivoire sont respectées. Leurs décisions sont prises comme des décisions émanant d'un peuple souverain. Vous écrivez dans votre propre livre qu'il semble qu'il y ait eu une relation avec Jacques Chirac, entre Laurent Gbagbo et Jacques Chirac. D'ailleurs, Laurent Gbagbo nous le dit aussi, et que le président de la République l'aurait dissuadé de mettre en branle cette opération Dignité. C'est intéressant comme épisode, c'est la veille du commencement de l'opération Dignité, c'est-à-dire le 3 novembre. Il y a eu un coup de fil du président Chirac devant témoins. Je crois qu'il y avait son chef d'état-major de l'époque et Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères, qui ont assisté à la discussion. Et donc Jacques Chirac, informé des préparatifs d'une opération militaire en Côte d'Ivoire, aurait essayé de dissuader Laurent Gbagbo de passer à l'acte. Qu'est-ce que dit Laurent Gbagbo? Il dit, à mon avis à juste titre, là il dit, mais les Français n'ont pas compris, est-ce qu'à la Côte d'Ivoire, on a changé d'époque. C'est plus le président français qui peut donner des ordres, s'il n'a jamais pu en donner, mais disons qu'à l'époque d'Houphouët-Boigny, avoir une forte influence, il y avait une connexion très forte entre Paris et Abidjan. Et là, on a changé d'époque et Laurent Gbagbo dit très clairement, il dit, j'ai entendu ce que m'a dit Jacques Chirac, mais je suis passé outre. Allé quand même. Oui, c'était pas à lui de me dicter mon comportement. D'accord, ce qui est assez dans le tempérament de ce président. Oui, absolument. L'affaiblissement de la rébellion pousse les forces armées ivoiriennes à lancer en novembre 2004 l'opération Dignité, dans le but de reconquérir Bouaké et réunifier le pays. L'opération est presque terminée lorsqu'un Sukhoi de l'aviation ivoirienne bombarde une position de la force française Licorne à Bouaké et tue 9 soldats français. La riposte de la France est immédiate, toute l'aviation ivoirienne est détruite au sol. Un geste qui met le feu aux poudres. Qui a donné l'ordre de tirer sur le poste français? Pourquoi le gouvernement français ne veut-il pas lever complètement le voile sur cette affaire? Elle a pourtant immédiatement provoqué une crise très grave entre Paris et Abidjan. La destruction de l'aviation ivoirienne déclenche à Abidjan une immense manifestation contre l'armée française. Les soldats français semblent incapables d'endiguer la colère du peuple ivoirien qui s'en prend aussi aux civils français. Ils ouvrent le feu. Une 60aine d'Ivoiriens sont tués autour de l'hôtel Ivoire et sur le pont Charles de Gaulle. Ce qui m'a marqué dans cela, c'est que ce sont les Français qui contrôlent les identités des Ivoiriens dans leur pays. Et c'est des choses que j'ai rarement vues ou entendues, si ce n'est que c'est un pays occupé. Après cela, après les événements de novembre, tout est rentré dans l'ordre, mais c'était tellement chaud qu'il y a des Français qui n'avaient jamais vu ça ici. Ils n'avaient jamais vu la réaction aussi violente des Ivoiriens qui côtoyaient tous les jours. Et il y a des gens qui ont préféré rentrer pour toujours. Parce qu'ils ont énormément perdu aussi dans cette affaire. On a eu l'impression que la Côte d'Ivoire était en train enfin de se décoloniser. Et donc de bouter hors le colonisateur colonialiste. C'était une impression qui était d'ailleurs soigneusement entretenue par le pouvoir en place, par le régime de Laurent Gbagbo, dans une orthodoxie idéologique parfaite. 35 chars français venant de l'intérieur du pays, qui déboulonnent sur Abidjan, traversent la ville à toute allure et foncent donc directement sur notre résidence. Canon pointé sur notre résidence. Les militaires français qui se dirigeaient vers le palais ne pouvaient pas dire, comme ils l'ont dit, on s'est perdu, on ne savait pas où on était. On s'est trouvé autour du palais présidentiel par hasard parce qu'on a fait une erreur. Je n'y crois pas une seconde. Avant cela, nous avions déjà connu les tirs des hélicos de nuit sur la résidence. Les jeunes offraient leur poitrine nue. Et sur le pont, comme à l'aéroport, ils ont été mitraillés par l'armée française.
qui tiraient depuis des hélicos et qui les a abattus alors que c'était des gens qui manifestaient les mains nues. Des amis sont venus me proposer de me faire évader pour aller me faire dormir ailleurs. J'ai dit non. Il ne sera jamais dit que Gbagbo était un fuyant et qu'on l'a arrêté ou qu'on l'a abattu. Non. Si Gbagbo doit tomber, il tombera dans la maison où il travaille. Mbeki arrive à Abidjan le 9 novembre 2004. Et ce dont il est témoin l'édifie sur le rôle de la France en Côte d'Ivoire. The French had taken over, for instance, Abidjan. So they were in control of the airport. They were in control of the road from the airport into the city. They were in control of the bridges in Abidjan. They were in control of the Hotel Ivoire. And so they were deciding what should happen. So they did not want us to come. We said that we had an appointment with the President of the Republic and that we had an obligation to meet, to honor that appointment because we had been asked by the continent to act as mediator. And so we told the French that no, we were coming in order to meet President Gbagbo on the day that was agreed. And that we would land at Abidjan, we would have to, and drive into the city. So in the end, they said, all right, they agree, we should come. So we went. Quand il a vu les soldats français tenir l'aéroport d'Abidjan, tenir les deux ponts d'Abidjan, ça l'a mis hors de lui-même. Mais il a gardé son sang-froid parce que pour régler la crise, il fallait garder le sang-froid. À Abidjan, un long bras de fer oppose Chirac à Gbagbo. Les deux hommes s'affrontent sur le renouvellement de la plupart des contrats signés par les grandes compagnies françaises avec le pouvoir ivoirien. Beaucoup arrivent à échéance prochainement et Gbagbo aimerait mettre fin au clientélisme franco-ivoirien pour faire jouer la concurrence. Un projet notamment est au cœur du contentieux, celui du 3e pont d'Abidjan. Pour le construire, une société chinoise aurait fait une offre bien plus intéressante que celle venant de Paris. La bataille d'Abidjan est aussi une affaire très juteuse pour certaines multinationales dont Laurent Gbagbo a finalement renouvelé les contrats. L'exportation de café et de cacao est dominée par des grosses entreprises américaines, dont Cargill et ADM. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois, la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse, des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-Gbagbo commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement? Je vais simplifier et résumer. En matière de spéculation, il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé.
Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation, bien vu car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folloroux ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folloroux ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour empocher les bénéfices. Alors, précisons deux choses. Un, c'est que cette spéculation est parfaitement légale et que deux, elle est parfaitement connue des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent s'il laissait le cours flamber. Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas trop attendre non plus. Comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, « La résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Voilà. Conclusion, M. Ouattara commence son règne, si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profitant de la guerre civile et de la crise. Je trouve que c'est moyen cool là. Et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Les richesses pétrolières offshore, vous voyez, au large de la Côte d'Ivoire, qui intéressent beaucoup les Américains et les Français. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'Alassane Ouattara soit plus l'homme des Français que des Américains. On risque d'avoir des déconvenues géopolitiques de ce côté-là. Dans le cas du pétrole qu'on a maintenant découvert, et en particulier de ce quatrième gisement, le gisement Baobab, pourquoi les Américains s'y intéressent-ils? Eh bien, pour une raison simple, c'est que ces gisements-là sont et seront offshore. Et les Américains, présentement, ne s'intéressent sur la côte de l'Afrique et dans le golfe de Guinée qu'aux gisements offshore parce que ce sont des zones calmes, forcément, par définition. Aucune guerre civile ne peut menacer un gisement offshore. Et c'est ce qui les intéresse en Côte d'Ivoire parce qu'actuellement, ils sont en train d'essayer de mettre la main sur tout ce qui peut leur fournir du pétrole au cas où leur échapperait l'énorme réserve, l'énorme richesse du Moyen-Orient. Il faut aussi et surtout compter avec le golfe de Guinée, qui se présente aujourd'hui comme le centre d'intérêt des pays à la recherche de la sécurité énergétique dont font partie la France et les États-Unis. Le golfe de Guinée dispose d'un des plus grands gisements sous-marins de pétrole connus au monde. Avec 24 milliards de barils de réserves de pétrole prouvées, cette partie du continent, qui est la synthèse de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, est de loin la première région pétrolière africaine, avec des pays comme le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale, qui figurent au peloton de tête des pays producteurs de pétrole du continent. Avec une production de 4,5 milliards de barils par jour, le golfe de Guinée est devenu une région des plus prometteuses, renfermant du pétrole brut de qualité, facile à raffiner. La forte attractivité de cette région suscite des convoitises de plus en plus grandes de la part des consommateurs. Les Européens, qui ont une influence traditionnelle, les Américains, qui entendent s'y positionner solidement et durablement, sans oublier les Chinois, qui sont en embuscade. Ces gisements offshore, présentant alors l'avantage d'être protégés des conflits armés de la région, garantissent une production relativement constante et sûre des exportations plus faciles vers l'Europe et les États-Unis. Le golfe de Guinée émerge donc aujourd'hui comme un nouveau centre de gravité énergétique et devient désormais le théâtre d'influences mutuelles entre la France et les États-Unis. Sait-il seulement, le président ivoirien, qu'il est pris au piège de la bataille américano-française pour le contrôle du golfe de Guinée? La Côte d'Ivoire demeure un pays essentiel avec son hub port, le deuxième d'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud, sa position médiane sur la côte atlantique et ses infrastructures économiques inégalées en Afrique de l'Ouest. Toutes choses qui devraient permettre des exportations rapides vers l'Europe et l'Amérique au départ du golfe de Guinée. Laurent Gbagbo, s'il n'a pas réellement touché aux intérêts français, Total vient de se voir accorder un important champ pétrolier, Bouygues et Bolloré n'ont rien perdu, il a lui aussi fait jouer les appels d'offres, invité de nouveaux acteurs économiques qui, craint Paris, pourraient se rapprocher ainsi du golfe de Guinée. Derrière le maintien ou non de Gbagbo au pouvoir,
se joue le contrôle du golfe de Guinée, cet Eldorado pétrolier que Français ou Américains, en perte de vitesse dans le monde arabe et unis pour cette fois, ne souhaitent pas voir passer en d'autres mains. À leurs yeux, Alassane Ouattara, ami personnel de Sarkozy, ancien directeur du FMI, gestionnaire libéral, représente un interlocuteur beaucoup plus crédible que Gbagbo le nationaliste. En Côte d'Ivoire, vers la fin des années 70, le premier président, Houphouët, déguste sa première coupe de champagne, le sous-sol de son pays, selon des découvertes en sa possession, renfermant du pétrole de meilleure qualité, à faible teneur en soufre, un brut doux fort apprécié par les économies américaines et européennes. Le vieux Houphouët, affectueusement appelé le vieux crocodile, un homme d'État très averti qui connaît les appétits voraces des prédateurs du pétrole, refuse de se lancer tout de suite dans une politique d'exploitation de l'hydrocarbure. Sa longévité politique en dépendait, confiait-il. À la mort du patriarche, Henri Conan Bédier, son successeur, n'a pas rompu avec la France, s'engageant totalement dans les sillons tracés par son géniteur politique, Houphouët-Boigny. La réalisation de tous les pans de son projet Éléphant d'Afrique était confiée à des entreprises françaises. En 2000, Laurent Gbagbo, l'opposant historique à Houphouët-Boigny, arrive au pouvoir. Alassane Ouattara, écarté de la présidentielle par la Cour suprême pour nationalité douteuse, promet de ne pas attendre 5 ans, la durée constitutionnelle du mandat présidentiel, pour monter aux affaires. La France venait de trouver là un pion pour engager la bataille contre Laurent Gbagbo, dont le nationalisme exacerbé, murmure Paris, pourrait freiner les velléités hégémoniques de la coalition franco-américaine sur le continent. Dans l'entourage de Gbagbo, l'idée d'une monnaie ivoirienne est évoquée. La fermeture du 43e bataillon d'infanterie et de marine et le départ des militaires français sont envisagés par Mamadou Koulibaly, le numéro 2 du régime. Gbagbo entend aussi réviser des contrats léonins passés par Ouattara avec Bouygues. La manne pétrolière doit être revue à la hausse au profit de son pays. En outre, en 2002, la Côte d'Ivoire, porte d'accès au golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, ne cachera pas son intention de s'ouvrir largement à la Chine, ce pays qui tire déjà 30% de son pétrole brut de l'Afrique. Beijing octroie des crédits en dollars aux pays africains sans exiger de contrepartie, prenant le contre-pied des règles du jeu par lesquelles Washington exerce habituellement son contrôle via la Banque mondiale et le FMI. Cette main tendue à la Chine signera l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste des pays essentiels à occuper par tous les moyens pour le contrôle sans partage du golfe de Guinée. Deux ans plus tard, en 2002, le pays est déchiré par une rébellion particulièrement violente préparée par Paris et le Burkina Faso. Suivront alors des appels incessants avec un flot de justifications douteuses à des interventions humanitaires. La coalition franco-américaine n'attendait pas mieux. La stratégie de l'occupation militaire est en passe de fonctionner avec Paris au devant. Et je vous assure que ce n'est pas quelque chose de facile. La Côte d'Ivoire a été attaquée aussi parce que elle a souhaité être souveraine. Figurez-vous que avant que Gbagbo n'arrive au pouvoir, à ces époques-là, des années 60 jusqu'aux années 2000 quasiment, dans quasiment tous les pays d'Afrique, quand le gouvernement va tenir son conseil des ministres, il fallait téléphoner l'ordre du jour à l'ancien colonisateur qui apprécie et décide que tel point, vous pouvez le traiter, mais il faut le traiter dans tel sens. Tel autre point, ce n'est pas encore le moment de le traiter, donc il faut le retirer de l'ordre du jour. Figurez-vous également que lorsque nous sommes devenus indépendants, nous avons signé avec l'ancien colonisateur ce qu'on appelle un accord de coopération. Et dans ces accords de coopération que nous avons signés, nous disons clairement que nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas encore prêts pour être totalement souverains. Donc, notre économie, par exemple, va dépendre le développement de nos ressources
va dépendre de l'ancien colonisateur. Au moment de devenir indépendant, nous n'avions pas le droit dans notre pays de créer des usines pour transformer nos produits. Nous devions produire pour les besoins de l'ancienne métropole. L'ancienne métropole a besoin de café, elle a besoin de cacao. Nous devons produire du café et du cacao. Et nous devons leur vendre tout notre café et tout notre cacao. Et eux seuls avaient le droit de revendre notre café et notre cacao à qui ils voudraient. Et nous n'avions pas le droit de construire chez nous des usines pour fabriquer le chocolat. Nous avons des ressources minières. Mais nos ressources minières, nous avons l'or, nous avons... En Côte d'Ivoire, vous savez que nous avons de l'or. Nous avons beaucoup d'or en Côte d'Ivoire. Nous avons de l'or, nous avons du pétrole aujourd'hui, nous avons découvert que nous avons du pétrole, nous avons du gaz dans notre sol, nous avons du fer. À l'ouest du pays, dans les montagnes, nous avons du fer. Nous avons des manganèses. Nous avons du manganèse vers chaque ville, là, mais nous avons du manganèse également à Bandoukou et nous avons du manganèse également à Odjidé. Nous avons du manganèse. Nous avons de la bauxite. Nous avons du diamant. Nous avons même de la tartalite. Nous avons un sous-sol qui est très riche. Ok? Mais nous n'avions pas le droit de transformer notre or, notre fer, notre bauxite, notre manganèse, notre diamant. Nous n'avions pas le droit. Nous n'avions pas le droit de vendre nos ressources à un autre pays qu'à la France, sauf si la France est d'accord pour que nous vendions à un autre pays. Et donc, un des problèmes que le président Gbagbo a posé, qui pose encore, c'est la question de la souveraineté. Il faut qu'un pays ait le droit de commercer avec qui il veut, de faire transformer son pays par qui il veut, de passer un partenariat avec qui il veut, dans l'intérêt de sa nation, dans l'intérêt de son peuple. Et bon, on nous a fait un petit peu la guerre parce que nous avions voulu diversifier les relations et passer des accords, des partenariats avec la Chine, avec le Brésil. Vous voyez? Il me semble souvent que les Africains ont peur d'être indépendants. Ils ont peur d'être indépendants. Par exemple, je suis en train d'étudier avec le président Bian comment faire pour créer au niveau de l'Afrique une banque d'investissement. Les Africains ont les moyens d'avoir une banque qui soit totalement indépendante des autres. Bon, on n'est jamais totalement indépendant dans le monde éclaté où nous vivons, mais je veux dire de prendre l'initiative. De prendre l'initiative. Au lieu d'être tout le temps dans une politique de mendicité, nous pouvons prendre des initiatives nous-mêmes. Bon, là-dessus aussi nous sommes d'accord. Donc, aujourd'hui, je pense que notre appartenance à l'Afrique, qui est le continent le moins développé du monde, doit s'exprimer en termes très concrets. Et tant que nous ne prenons pas en main notre indépendance et notre capacité à agir nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas. Selon l'article 35 de la Constitution, il y a certains qui ne devaient plus être candidats. Je cite Alassane Ouattara, je cite Konan Bédié. Vous comprenez? J'ai pris l'article 48, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. J'ai pris l'article 48, après discussion avec Thabo Mbeki, qui était le médiateur, et les autres, Bédié, Ouattara, et pour qu'il y ait la paix, j'ai décidé que tous deviennent candidats.
et se fondant sur cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé les candidatures. Il y avait 22 candidatures déposées. Il a jugé les candidatures. Il en a retenu 14. Personne ne se plaignait à l'époque du Conseil constitutionnel. Les institutions sont en place, reconnues par tous. Elle proclame le président élu. Tout le monde dit non. Que nous, c'est Ouattara que nous tenons pour président. Alors, qui est ce nous? Qui est ce nous? Ah non, je veux dire, d'abord, puisque avec cette question vous me poussez à aller au fond des choses, je vais y aller. C'est nous, c'est d'abord la France, mais c'est surtout l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis. Parce que nous voilà au terme du premier tour. Les résultats sont un peu contestables, mais je ne les ai pas contestés parce que, bon, être venu premier avec 38% ou avec 46%, c'est être président au deuxième tour, de toutes les façons. Donc, on avait rédigé des requêtes en annulation de certains points, mais après j'ai dit à mon conseil juridique de laisser tomber, puisque, bon. Mais à ce moment-là, la CEI donne des résultats partiels au premier tour et les transmet au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel fait ses études et puis rend une décision où elle reconduit quasiment, je dis quasiment parce que il y a des détails, elle reconduit quasiment, les résultats provisoires, les rendant ainsi définitifs. Bon. Jusque-là, rien à dire. On va au deuxième tour. La CEI a 3 jours pour donner les résultats provisoires. Elle n'arrive pas à les donner. Et moi, je sais maintenant, pourquoi elle n'arrive pas à les donner. Elle ne les donne pas. Même à minuit moins le cas, le président de la CEI, M. Youssouf Bakayoko, intervient même à la télévision parce qu'on lui dit que TV5 aurait publié et il fait une mise au point nette pour dire nous, CEI, nous n'avons donné aucun résultat provisoire. En minuit moins le cas, vous pouvez à la RTI visionner. Voilà. Minuit arrive. Candidat, je suis devant mon poste de télévision parce que c'est le moment que tous les candidats guettent pour voir comment les votes, s'ils se sont portés sur eux, sont traités. Minuit passe. Donc la CEI est au niveau du temps hors jeu. C'est fini pour la CEI. Le lendemain, le président du Conseil constitutionnel, nous le savons maintenant, récupère donc tous les documents et puis, avec le Conseil constitutionnel, ils se mettent à travailler. C'est en ce moment-là que l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis vont chercher Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Je ne dis pas dire vont chercher la CEI, mais vont chercher l'homme Youssouf Bakayoko et l'amènent à l'hôtel du Golfe, qui est le quartier général électoral de mon adversaire. Il faut le savoir et il faut le dire ça. Et là-bas, alors que toute la presse ivoirienne est à la CEI, Youssouf Bakayoko se trouve hors temps, hors délai, et tout seul, ce qui en soi est grave parce que la loi dit formellement
que s'il doit prononcer des résultats, proclamer des résultats, il le proclame dans la composition totale de la CEI. Ceci pour une raison simple, parce que la CEI était micmac, c'est des partis qui se retrouvent là-bas, donc bon. Ils se retrouvent tout seuls et on apprend qu'il y a une télévision étrangère sur laquelle il aurait donné des résultats qui donnent Ouattara vainqueur. Le président du Conseil constitutionnel intervient encore pour dire que le Conseil constitutionnel travaille et que ça, ce ne sont pas des résultats. Le Conseil constitutionnel travaille donc sur les résultats et sur les requêtes que nous, les requêtes que nous avons écrites. Puisque, si vous le voulez, je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est même pas d'abord la peine. Nous avons fait des requêtes et au terme de, je sais pas, 2 jours de délibération, 2 ou 3 jours, il décide que Gbagbo Laurent est proclamé président de la République, élu. À partir de ce moment-là, Français et Américains disent non, nous c'est Ouattara que nous reconnaissons. C'est tout ça qu'on appelle le complot. Un État existe, il fonctionne. Ces institutions fonctionnent. Ces institutions régulières proclament celui qui est élu. C'est-à-dire les institutions dont c'est la fonction. Proclament celui qui est élu. Et puis eux, ils disent non, 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 nous c'est l'autre que nous reconnaissons. Où est leur problème? Je veux dire, en quoi notre élection est leur problème? C'est-à-dire que quand des gens se détachent des faits, c'est qu'ils ne veulent pas la vérité. Quand les gens se détachent des faits, c'est qu'ils ne veulent pas la justice. Or, ces conflits sont créés par des gens qui sont étrangers à nous. J'ai lu attentivement la déclaration de l'Angola, ils ont raison sur ce point. C'est-à-dire que, avec les positions incroyables, injustifiables et inexplicables qu'ils prennent, ces pays-là poussent à un affrontement interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je m'appuie sur les institutions ivoiriennes, sur les lois ivoiriennes, et alors que vous avez maintenant, à cause de ces positions, d'autres qui s'appuient sur les puissances étrangères. Sur les puissances étrangères pour dire, ah, tant que ceux-là me reconnaissent, je vis, j'existe. C'est ça. Mais je vais vous signaler quelque chose de très intéressant. Je suis président élu en 2000, n'est-ce pas? Bon. En 2002, je suis attaqué, agressé. Parce que quand on parle de complot, c'est à tout ça qu'il faut penser. On n'a jamais vu ni la France, ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni l'ONU prendre des sanctions contre ceux qui ont agressé un État. Est-ce que vous voyez? On les a jamais vus prendre des décisions, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO prend une décision contre ceux qui ont agressé un régime établi conformément à la loi. On ne les a jamais vus. Ça n'a jamais été un débat. De la manière dont aujourd'hui l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est un débat, ça n'a jamais été une préoccupation pour toutes les personnes qui sont intéressées aujourd'hui. Or, cette position qu'ils prennent est la continuation de l'agression que nous avons subie en 2002. Que depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes contre un État souverain, un régime démocratiquement installé, ceux-là n'ont jamais été sanctionnés par personne. En ce moment-là, tout le monde a fait l'aveugle, tout le monde a fait le sourd, et tout le monde a fait le muet.
comme le singe de la parabole. En 2000 déjà, quand j'ai pris le pouvoir, parce que les mêmes gens, les mêmes personnes n'étaient pas contentes qu'ils soient au pouvoir. C'est pas un phénomène nouveau. Ils avaient sorti les charniers, il y a des charniers à Épougon, il y a des assassinats. Donc, bon, nous avions demandé à l'ONU de venir faire une enquête. Elle avait fait l'enquête. Nous-mêmes, nous avions donné des réponses. RSF aussi et FIDH avaient fait des enquêtes. Et puis, il y a un rapport du comité de suivi des victimes. Donc, tout est là-dedans. Je veux dire, quand le débat a lieu sur les élections et que les gens n'ont plus d'arguments pour justifier leur position, parce qu'aujourd'hui, le débat principal, c'est quoi? C'est Gbagbo et Ouattara sont candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle. Qui est élu? C'est ça qui est le fond du débat, c'est ça qui est le débat. Qui est élu? Qui est élu selon les institutions? D'abord, qui est élu par le peuple ivoirien? Donc, qui est proclamé élu par les institutions ivoiriennes? C'est-à-dire, qui est élu par le peuple ivoirien? Et qui a été proclamé élu par les institutions ivoiriennes? C'est ça qui est le fond du débat. Alors, quand ce débat gêne, comme en 2000, on glisse dans un autre débat sur les droits de l'homme. Ah oui, il y a eu des morts, il y a eu des charniers, mais nous ferons front. Je constate la similitude du comportement entre 2000 et 2010. Je vois la même chose exactement. Parce qu'en 2000, il y en a qui ont contesté mon élection et qui ont essayé de la faire endosser par l'Afrique. Et le Nigeria d'Obasanjo et l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki avaient même demandé l'annulation des élections, la reprise des élections. Je leur ai envoyé des gens pour dire que c'était irréaliste. Attendez. Donc, après ça, on est passé, ah oui, il y a des charniers, il y a des gens qui sont morts, tout et tout. Nous avons fait front. Je vais demander au ministre de la Justice de mettre tous les procureurs pour faire des enquêtes. Nous avons ici des enquêtes sanitaires des ministères de la Santé sur les gens qui sont blessés, les gens qui sont morts, bon, etc. Nous avons, mais il n'y en a pas plus que ce que nous avions dit. Bon, mais il y a beaucoup de blessés, et des blessés par balle blanche, des forces de l'ordre qui sont morts aussi par balle, par arme blanche, tout et tout. Bon, donc, nous avons nos documents. On n'a pas peur de ces débats. Pour synthétiser votre... il y a un complot qui vise à, depuis 2000... à installer Ouattara au pouvoir. C'est ça que je vous dis. Qu'il y a des puissances extérieures à l'Afrique dont je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le contrat qu'il y a entre eux. Donc ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Mais dans le rêve, c'est de mettre Ouattara au pouvoir. Mais sachez seulement que quand nous faisons les réunions de l'Union africaine, c'est là-haut. Les représentants des pays occidentaux sont toujours plus nombreux dans les couloirs que les représentants des pays africains. Ils sont toujours dans les couloirs, très nombreux. Et pour vous donner un exemple, quand nous sommes réunis à Sharm el-Sheikh il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, et il y avait à l'ordre du jour le problème du Zimbabwe. Il y avait tellement d'Européens dans le couloir de la salle de conférence qu'un chef d'État africain a pris la parole pour dire, écoutez, les Européens font une pression tellement grotesque que nous décidons de soutenir Mugabe. Les pressions sont énormes sur tous les chefs d'État que moi j'ai eu au téléphone. Africains. Mais ils disent la même chose. Ils disent, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Il y a un mec qui m'a dit, je reçois après 3 coups de téléphone par jour au moins de l'Élysée. Aujourd'hui, l'ONUCI et son chef se sont montrés partisans. Or, la manière dont on les désignait ici, l'ONUCI et la force du Congo, on disait les forces impartiales. Dès l'instant où on voit que
ces forces-là deviennent partisanes. Il y a d'un côté une légitimité nationale, constitutionnelle et institutionnelle, qui est tellement vraie que Alassane Ouattara, auréolé de sa possible victoire, est allé écrire à qui? Au Conseil constitutionnel. Le président Nicolas Sarkozy, vous pouvez le vérifier sur le site de l'Élysée, en date du jeudi 2 décembre, dit qu'on n'attend plus que la validation et la proclamation par le Conseil constitutionnel. Là, moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Sarkozy attend le Conseil constitutionnel pour pouvoir dire ensuite qu'il préfère la commission électorale indépendante. C'est une position française ancienne, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que les élections, quand elles ne nous conviennent pas... Vous êtes en train de dire en substance que les résultats étaient connus d'avance, en tout cas la volonté de voir un candidat élu était connu ou était voulu d'avance. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a un film qui est passé sur France Télévisions qui s'appelle La France-Afrique, qui a fait beaucoup de bruit puisqu'il est, par une de ces ironies de l'histoire, il a été absolument contemporain à la fois de l'élection de Blaise Compaoré, réélu quand même après 23 ans déjà de règne. Ça ne dérange personne. Il faisait suite à Ali Bongo, à Faure Gnassingbé, tout ça qui n'ont dérangé personne. Mais le fait que les élections en Afrique soient pas toujours bien organisées ou démocratiques, c'est un fait. Mais là, sur le cas ivoirien qui nous intéresse... Oui, je finis sur ce film. Oui. Il a été projeté en avant-première dès octobre à Paris. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? L'ambassadeur, c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue encore aujourd'hui de s'excuser. Aujourd'hui, sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas, pour ce qui concerne les troupes françaises. Vous rigolez ou quoi? Après avoir dit, c'est celui-là qui a gagné, maintenant il dit, je m'ingère plus. Mais il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il n'est pas fautif. Toute la communauté internationale l'a dit. Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça fait pas la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue, hier matin, membre du Conseil de sécurité? Vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Gbagbo et réclame et sollicite la victoire de Ouattara? Vous savez bien que non. La Chine ne tient pas ce discours-là, la Russie ne tient pas ce discours-là. Et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb... Qui réclament le recomptage des voix. Absolument. Il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement deviennent des soutiens à Gbagbo. Et on reparlera de la communauté internationale à ce moment-là. Jonathan Goodluck a reçu 11 coups de fil en une journée du président Sarkozy. C'est-à-dire qu'en ce moment, le président de la République française non seulement exaspère les Africains, mais humilie les Français. C'est pas possible qu'un président français appelle 11 fois, sinon un boy, un employé. On ne peut pas appeler 11 fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue, qui est votre équivalent. Et puis, entre nous soit dit, vous ne pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux, où les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants, et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire en ce moment? Alors, l'armée régulière a contre-attaqué. Et au moment où l'armée pensait les avoir suffisamment affaiblis sur Abidjan, et donc s'apprêtait à prendre la contre-offensive pour aller à l'intérieur du pays, hier, lundi, la France a opéré des frappes aériennes avec des avions de guerre et a bombardé des sites stratégiques de la capitale de Côte d'Abidjan. Moi, je ne connais pas de résolution de l'ONU où cette institution demande à la France de rentrer en guerre contre nous. Or, hier lundi, la France est rentrée directement en guerre contre nous. Avant cela, elle était en guerre contre nous, mais de façon indirecte. Elle transportait les troupes rebelles d'un point à un autre, elle les armait, elle leur donnait des munitions,
Mais hier, c'était vraiment la seule fois où la France est rentrée directement en guerre. Il y a toutes les soutes à munitions de l'armée d'Abidjan ont été bombardées. Le palais de la présidence a été bombardé. La résidence du chef de l'État a été bombardée pendant que je m'y trouvais. La télévision nationale a été vraiment détruite. La radio aussi, etc. Je trouve absolument ahurissant que la vie d'un pays, la vie d'une nation entière, se joue sur des coups de dés ou des coups de poker dans des capitales étrangères. Des gens se lèvent, disent n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas sage. Beaucoup de pays ont reconnu depuis la victoire d'Alassane Ouattara. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de pays ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est différent de reconnaître la victoire. Or, pour reconnaître la victoire, c'est le Conseil constitutionnel seul qui le proclame. Or, je suis celui que le Conseil constitutionnel a proclamé vainqueur. Les autres, ils ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est tout à fait différent. Voici la résidence du président Laurent Gbagbo. Elle a été bombardée. Vous voyez les impacts. Le marbre a été entièrement foudroyé et concassé. Les véhicules saccagés et brûlés. Voici la signature de la force Licorne, ici à la résidence du chef de l'État. Nous sommes ici à la cuisine. Elle aussi n'a pas échappé à la violence meurtrière des hommes de Sarkozy. L'armée française a utilisé également des bombes incendiaires. Même le gazon n'a pas échappé à la furia des hommes de Sarkozy. Ce char a été bombardé par la force Licorne. C'est à la résidence du président de la République. Je suis ici à la résidence du président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo. La Licorne, avec ses avions, ont bombardé la résidence hier. Voici, la maison du président a été touchée. Voici les chars qui gardaient l'accès à la résidence. Ils ont été bombardés. La France de Sarkozy est toujours dans la logique de la violence et de la mort. On ne peut même pas penser un moment qu'un président français, Nicolas Sarkozy, peut décider de sa maison de l'Élysée de bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo.
les chambres bombardées, la cuisine bombardée, le gazon bombardé, les familles bombardées, la femme, les enfants, les petits-enfants bombardés. C'est inimaginable. Et nous voyons cela avec beaucoup de souffrance. Mais nous résistons. Nous résistons parce que notre question, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Notre question, c'est le symbole que cet homme représente pour notre pays. Le seul pays que nous avons au monde. Et tous, nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous avons résisté, nous continuons de résister. Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU. Ouais. Parce que vous estimez qu'il y a eu un jeu de dupes ou qu'il y avait un parti pris de la part de la France et de l'ONU sur le terrain? Le parti pris, dès le début de la crise électorale, on l'a vu. On se rappelle que Sarkozy a téléphoné à Gbagbo en lui demandant de rendre le pouvoir. On se rappelle que la fameuse phrase de Choy, j'ai certifié qui avait gagné les élections, mais je n'ai pas certifié le président ou le vainqueur. Enfin, c'était une phrase un peu ambiguë. Donc oui, ils avaient un parti pris. Maintenant, plus grave, ils ont quand même aidé Ouattara à lancer la guerre et à faire la guerre à Abidjan. Ils ont aidé Alassane Ouattara à taper sur sa propre armée, ce qui lui pose aujourd'hui des problèmes, parce que Alassane Ouattara n'a toujours pas d'armée. Et donc, oui, ils ont été très très présents. Ils ont été présents dans la création de l'armée et des FRCI. Ils ont été présents dans l'arrestation de Gbagbo. Ils ont été présents en coulisses tout le temps, et puis ils ont été présents à l'ONU pour faire voter la résolution 1975 qui va permettre de détruire les armes lourdes de Gbagbo. D'accord. Donc ils ont été très présents. Le président Gbagbo a été arrêté dans ces conditions-là. Il n'aurait jamais été arrêté par les FRCI qui étaient en déroute à Abidjan. Et si le président Sarkozy en France n'avait pas décidé dans un conseil spécial le 2 avril d'entrer en guerre, le président Gbagbo serait toujours au palais à Abidjan. Les FRCI étaient détruites le 2 avril. Et sans l'armée française, il n'y arrivait pas. Les FRCI, pendant la bataille d'Abidjan, n'ont gagné aucune bataille et n'ont repris aucun site stratégique. J'étais à Abidjan pendant la guerre. J'ai suivi tous les événements pendant la guerre. Le 11 avril, les FRCI n'avaient repris aucun site stratégique. Ni la RTI, ni le camp Agban, ni le camp d'Akwedo, rien. D'accord ? Donc, c'est effectivement les forces françaises qui sont venues arrêter Laurent Gbagbo dans sa résidence. Les FRCI n'ont jamais pu entrer dans le périmètre de la résidence. Et donc, c'est les forces françaises qui sont venues. Les FRCI étaient même en retard. Et donc, les forces françaises ont gardé Laurent Gbagbo et les siens à l'intérieur de la résidence. Ils ont attendu que les FRCI arrivent. Et une fois que les FRCI étaient là, les résidents du bunker, de ce qu'on a appelé le bunker, sont sortis. À force de chercher dans le camp militaire de Port-Bouët, nous avons trouvé un Français qui réagisse sans ambiguïté à l'arrestation de Laurent Gbagbo hier. Je pense que c'est très positif. Et j'espère que ça va permettre aux activités de reprendre très rapidement. D'ailleurs, Ouattara l'a promis que les activités reprendraient rapidement. Et on peut faire confiance à M. Ouattara qui a une autre éducation que M. Gbagbo. Voilà, c'est dit et ce ne sera pas répété. Même si cette opinion est largement répandue chez les ressortissants nationaux, il ne fait pas bon afficher ses préférences. Bonjour, vous ne voulez pas parler? Non, merci. Encore moins son aversion pour l'ancien président, en tout cas face à la caméra. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là
le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous, on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu et j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces d'Alassane Ouattara, qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel du Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, un moustiquaire, une douche, donc la salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3. Généralement, je ne mange pas 3 repas par jour, j'en mange que 2. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, rarement même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors, c'est pas... Je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que ce n'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal Ici même, quand je suis arrivé,
Heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc, immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je vais dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon geôlier m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis, à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors, je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit, non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça, je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué. En disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Et donc, quand j'ai demandé qu'on recompte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels
les voix des électeurs sont répertoriées, on a vu que dans la seule ville de Bouaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc, madame, c'est ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. On nous a attaqué en 2002, j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort. Mais pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Alors j'ai parcouru toute l'Afrique. On a fait les négociations de Lomé. Ils ont fait les négociations de Marcoussis et de Kléber, mais ça, je laisse ça de côté parce que c'est... nous avons fait les négociations de Accra 1, Accra 2, Accra 3, sous la présidence de John Kufuor. Nous avons fait les négociations à partir de juin 2005 de Pretoria 1 et de Pretoria 2 sous la présidence de Thabo Mbeki. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. C'est à Pretoria que j'ai demandé à Thabo Mbeki de m'aider à trouver une solution légale pour que Alassane soit candidat. Parce que ça empoisonne la situation. C'est à Pretoria, en 2005. Nous nous sommes retrouvés, Thabo Mbeki, Konan Bédié, Ouattara et moi-même. J'ai demandé à Ouattara de faire la traduction, entre Thabo Mbeki et moi. C'est là que je leur ai dit que ça ne me gênait pas que Ouattara soit candidat. Mais comme mon électorat aussi est là, donc il faut que Thabo Mbeki nous écrive à nous tous, à Abidjan, pour que après je puisse prendre une décision. Je n'aime pas l'article 48 de la Constitution. C'est comme l'article 16 de la Constitution française. Ça donne énormément de pouvoir. Mais ce jour-là, j'ai pris l'article 48 de la Constitution et j'ai permis à Ouattara et à Bédié, d'être candidats. Donc, mesdames, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Nos pays, nos États, et ce sera mon dernier point, sont fragiles. Nos États sont fragiles. Et chaque fois qu'un chef d'État européen ou occidental me disait « Faites la démocratie en Afrique », je lui disais « Nous avons besoin de la démocratie, non pas parce que vous le dites, mais parce que nous-mêmes, nous avons effectivement besoin pour construire nos États. » Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote. Qui dit le résultat du vote. C'est ça aussi la démocratie. Quand on s'en va prendre une nuit, le président du groupement électoral, qu'on l'amène dans le QG électoral d'un candidat
qu'on invite une télévision étrangère, on lui dit de parler et on le filme, et on diffuse ça dès le lendemain matin, ce n'est pas très démocratique, ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Madame, c'est parce que j'ai respecté la Constitution qu'on veut me mener ici. Alors, bon, je suis là, mais je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je souhaite que tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent.